Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h sur 24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Radio Côte d'Ivoire, le journal Mireille Akindie. Bonne nouvelle pour les producteurs d'anacarde. La ville de Thiébissou aura bientôt sa première usine de transformation de la noix de cajou. C'est un investissement israélien à hauteur de 25 milliards de francs CFA. La francophonie prône les valeurs de partage et soutient la bonne gouvernance. Les Ivoiriens invités à cultiver la paix pour un développement durable. Les acteurs togolais sommés de revenir à de meilleurs sentiments. L'UE et l'ONU invitent pouvoir et opposition à la table des négociations. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur la réseau. Madame, Monsieur, bonjour. Les Israéliens vont investir 25 milliards de francs CFA dans la réalisation d'une usine de transformation de la noix de cajou à Thiébissou. C'est le président du conseil régional du Bélier qui a procédé à la pose de la première pierre de cette infrastructure qui, de façon progressive, va augmenter sa capacité de production, passant de 10 000 à 30 000 tonnes en 5 ans. Cette usine, qui va engendrer environ 370 emplois directs, sera opérationnelle dans 8 mois. Ce projet, selon le président du conseil régional du Bélier, épouse la politique d'industrialisation du gouvernement, raison pour laquelle il encourage le secteur privé à investir en Côte d'Ivoire. Jeannot Kouadio-Aousso. Je lance un appel fraternel à tout un chacun pour que nous travaillions à la cohésion, nous travaillons à la paix, pour créer la richesse. On ne partage que la richesse, on ne partage pas la misère. Et la richesse se crée dans des conditions de paix. Il faut donc accorder la paix au président de la République, au gouvernement, pour que d'autres investisseurs viennent dans nos campagnes et transforment positivement nos campagnes, pour que le villageois, le paysan qui vit au village ait le minimum, un cadre assez convivial, un cadre assez ergonomique pour vivre tranquillement. Des collèges de proximité construits par les conseils régionaux, des écoles primaires publiques. Aujourd'hui, nous avons des maternelles dans toutes les écoles primaires publiques, des hôpitaux. Tout un programme de construction d'hôpitaux est entrepris. C'est ça le rôle du gouvernement. Mais le secteur privé, étant le facteur de développement, doit pouvoir aller partout sur tout le territoire ivoirien. Les responsables du conseil coton-anacarde étaient aux côtés des autorités de Thiébissou en vue d'apporter leur soutien dans la mise en œuvre de ce projet qui permettra aux producteurs d'accroître leur production. Amadou Bamba, le conseiller technique du directeur général du conseil coton-anacarde. Le gouvernement est en train d'œuvrer de sorte à ce que les produits que la Côte d'Ivoire produit soient dans un premier temps transformés sur place. C'est l'objectif. Tous les 2 ans, le conseil du coton et de l'anacarde organise le CIETA, le Salon international des technologies de transformation de l'anacarde. Ça rentre dans ce cadre-là. Le conseil incite les investisseurs à venir investir en Côte d'Ivoire, à installer des usines de transformation sur place. Et donc, ce qui est en train d'être fait aujourd'hui rentre donc dans ce cadre-là. Cette usine de transformation de la noix de cajou, nous le disions, vient donc à son heure pour ainsi freiner la sortie illicite de l'anacarde. C'est dans cette optique que les douanes ivoiriennes étaient récemment à Bandoukou pour sensibiliser les acteurs sur la fuite de l'anacarde vers les pays voisins et son impact négatif sur l'économie ivoirienne. Le directeur général du conseil coton-anacarde était aux côtés de la délégation des douanes ivoiriennes. Le compte rendu de Meshak Steve. Les acheteurs, les planteurs, les exportateurs de l'anacarde ont pris d'assaut la salle de presse de la préfecture de Bandoukou pour suivre cette sensibilisation sur la fuite de l'anacarde vers les pays voisins, a constaté le directeur général du conseil du coton et de l'anacarde, Koulibaly Adam. La production du Contogo est passée en 2014 de 136 000 tonnes, en 2017 à 71 000 tonnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque cette spéculation est la principale ressource de revenus du milieu rural dans cette région. La seule explication, c'est qu'on prend le produit et on s'en va le vendre chez les voisins. Quel est notre amour pour notre patrie? Fuite de l'anacarde met en mal l'économie ivoirienne. D'où une interpellation des acteurs de la filière anacarde qui continuent d'exporter frauduleusement ce produit. Colonel-major Dapierre, directeur général des douanes. Nous devons savoir qu'en vendant notre anacarde dans les pays limitrophes, c'est leur économie
que nous contribuons à développer aux dépens de la nôtre. Il nous faut instruire les éventuels candidats à ce trafic illicite sur les mesures en vigueur et les sanctions encourues par ceux-ci. Mais disons-nous tout net, ce qui est vrai, c'est qu'il faut absolument que nous revenions au civisme. C'est celui qui consiste à dire « j'aime mon pays ». Afin d'accentuer la lutte contre la fuite de l'anacarde vers les pays voisins, la Direction générale des douanes a mis 12 motos et 3 véhicules du type 4x4 à la disposition des agents de douane de Bondoukou. Chaque Steve Bondoukou pour Radio Côte d'Ivoire. Une autre filière qui se porte bien malgré la fluctuation des prix sur le marché, c'est la filière EVA. Les principaux défis de cette filière ont été abordés hier par le président du collectif des organisations professionnelles agricoles de la filière EVA de Côte d'Ivoire devant le réseau des journalistes spécialisés en agriculture. De la superficie totale d'EVA plantée en Côte d'Ivoire en 2016 en passant par le revenu des planteurs et la mise en place de l'interprofession. Autant de sujets qui ont été abordés par Adi Kwame, qui salue ici la mise en place de l'autorité de régulation. On a fait tellement de consultations pour qu'on ait un outil qui puisse vraiment servir aux producteurs. Ce conseil-là, il ne vient pas pour faire du développement à la place des opérateurs. C'est un conseil qui vient pour arbitrer, pour réguler, même auditer, mais le développement de la filière, ça sera la filière, l'affaire de l'interprofession. Or, moi je dis toujours, le conseil, c'est une bonne chose, à cause des palabres interminables. Vous avez des associations qui ne reconnaissent pas la PROMAC, ainsi de suite. Je pense que l'autorité va se mettre là pour réguler tout ça, pour arbitrer. Et lorsque des décisions seront prises, ces décisions seront exécutées par tout le monde. La journée mondiale de la francophonie a été célébrée hier. Chez nous, c'est l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication, qui a servi de cadre à la commémoration de l'édition 2018 marquée par des concours de mots, des spectacles et des rencontres littéraires. Cette journée va s'étendre sur 4 jours autour de la paix, la cohésion, la sécurité, gage de développement durable et inclusif. Kadi Diallo, la secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie, revient sur les enjeux de cette édition. Les problèmes de paix, de cohésion et de sécurité, que ce soit dans le développement durable, dans l'environnement, sont importants pour garantir le développement de certaines régions, de certains espaces et de notre climat. Nous avons choisi également d'avoir des sous-thèmes puisque la référence à la jeunesse est très importante actuellement en francophonie. Ces sous-thèmes vont débattre autour de la culture numérique et puis une conférence inaugurale sur le développement durable. Donc nous devons amplifier à chaque célébration notre coopération avec les ministères qui sont des ministères techniques de terrain. Si nous restons dans notre tour d'ivoire de la culture et de la francophonie, on ne mettra pas en avant ceux qui au quotidien permettent au terrain d'agir à travers leurs associations, leurs ONG ou leurs programmes. La journée mondiale de la santé bucco-dentaire a été également célébrée hier mardi. Le service de la santé et de l'action sociale des armées a mis cette journée à profit pour sensibiliser les militaires sur les dangers de la carie dentaire qui, selon une étude menée au sein de la force française Serval au Mali il y a 4 ans, reste l'une des premières causes d'échec lors des opérations à l'extérieur. Les autorités militaires entendent tirer les leçons de cette étude, nous dit le général Kwame Ndri-Julien. Un problème technique, nous n'aurons pas le général Kwame Ndri-Julien. Un atelier régional de renforcement de capacité et de mise en œuvre de la biosécurité et sûreté biologique regroupe depuis lundi une trentaine d'experts venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ils échangent leurs expériences sur le sujet à Abidjan. Le secrétariat général délégué du RDR chargé de la vulgarisation des actions du gouvernement a décidé de communiquer et de faire la promotion des activités que mène le gouvernement à travers une plateforme d'échange dénommée les jeudis du RHDP. Cette plateforme d'échange va se tenir tous les premiers et troisièmes jeudis du mois et sera animée par des experts sur les thématiques relatives à la gouvernance de la coalition RHDP. On écoute Abou Sila.
Pour le lancement de cette tribune, Anne Désiré Ouloto a battu le rappel des membres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. À travers cet espace, la secrétaire générale déléguée du RDR, chargée de la vulgarisation des actions du gouvernement, veut offrir aux décideurs et dirigeants membres des partis du RHDP une plateforme d'information afin d'expliquer les bénéfices directs et indirects ainsi que les impacts des actions du gouvernement sur la qualité de vie de l'ensemble des populations en Côte d'Ivoire. Anne Désiré Ouloto. Nous aurons un conférencier ou deux conférenciers et des panélistes qui entretiendront un public cible à partir d'un thème. Nous avons plusieurs thématiques, par exemple état de droit et sécurité, la paix, la stabilité, la cohésion sociale. Ce sont des thématiques qui intéressent les Ivoiriens. Donc au cours de ces rencontres, vous aurez de hautes personnalités de l'État, des membres du gouvernement, des PCA, des chefs de service qui viendront dire aux Ivoiriens ce qu'ils font. Il s'agit justement d'apporter une réponse adéquate au droit à l'information des populations dans le cadre de la redevabilité de l'action du gouvernement RHDP. Kandia Kamara, secrétaire général du RDR. Les militants, les populations ont voulu que nous rendions plus visibles et que nous communiquions davantage sur les grandes œuvres du président de la République et du gouvernement RHDP. Donc c'est pour répondre à cette préoccupation que la présidente du parti nous a instruit afin de tenir compte de cela dans l'organigramme du secrétariat général. Les jeudis du RHDP se tiendront tous les premiers et troisièmes jeudis du mois. La régionale. La régionale nous conduit à Mans, plus précisément à l'orphelinat de Zran-au-Pleu. Cette structure qui éprouve d'énormes difficultés à faire face aux besoins des pensionnaires vient d'être soulagée par les femmes de l'église USO Côte d'Ivoire. Gervais Kwasi. Partager ce qu'on a avec les nécessiteux, les pauvres, les démunis et les orphelins est non seulement un signe de solidarité et d'amour envers autrui, mais aussi une source de bénédiction. Ces paroles ne sont pas de moi, ce sont des écrits saints des religions révélées. Les femmes de l'église USO Côte d'Ivoire l'ont si bien compris qu'elles ont décidé de faire don aux pensionnaires de l'orphelinat de Mans-Zran-au-Pleu. Les dons étaient composés de vivres et non-vivres, des vêtements, des produits alimentaires et cosmétiques, ainsi qu'une somme d'argent en espèces ont été offerts. Un geste qui vient soulager les responsables de l'orphelinat et les pensionnaires. La présidente nationale de l'église USO Côte d'Ivoire donne les raisons qui ont poussé elle et ses co-religionnaires à faire parler leur cœur. Madame Nyan Sarah. Nous sommes venus à Zran-au-Pleu pour obéir à la parole de Dieu qui nous recommande de visiter les orphelins, aussi nous occuper des veuves et d'aimer surtout les uns et les autres, d'aimer le prochain. Et c'est cette raison qui nous amène ici. Il y a plusieurs orphelinats ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi votre choix s'est porté singulièrement sur l'orphelinat de Zran-au-Pleu? Nous sommes venus ici parce que l'orphelinat de Zran-au-Pleu est une œuvre de notre église. Et depuis de nombreuses années, nous nous investissons pour que ces enfants qui, pour la plupart, n'ont pas connu leur mère, nous-mêmes, en tant que mères de famille, nous voulons aussi, un temps soit peu, aider ces enfants à retrouver la joie de vivre. Les responsables de l'orphelinat de Mans-Zran-au-Pleu, par la voix de la directrice, n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude aux donateurs. Madame Dro Joly. Je suis vraiment émue, remplie de joie pour cette cérémonie organisée par les femmes de nos églises. Elles viennent soutenir, saluer les enfants en apportant beaucoup de dons. Elle invite d'autres bonnes volontés à emboîter le pas aux femmes de l'église USO Côte d'Ivoire, car l'orphelinat de Mans-Zran-au-Pleu peine à faire face aux besoins des tout-petits. J'invite tous ceux qui savent que la vraie religion, c'est d'assister les orphelins et les veuves devant Dieu, de penser toujours à poser l'acte que ces femmes de l'église aussi de Côte d'Ivoire viennent poser ce matin. Qui pensent vraiment à faire quelque chose pour ces enfants chaque fois dans cette région des 18 montagnes. Cette structure est une chef-d'œuvre pour la région des 18 montagnes. Et nous invitons vraiment tous ceux qui sont sensibles à ces orphelins, de toujours penser à eux, de venir les soutenir, de venir les embrasser, de venir les saluer. Vraiment, ça rend beaucoup nos enfants heureux et nous-mêmes aussi. Les pensionnaires de l'orphelinat caressent un rêve, c'est lui de voir la première dame dans leurs locaux. Maman, la première dame, Dominique Ouattara, nous te demandons de venir nous voir.
On a besoin de vous. L'orphelinat de Manzran-au-Bleu attend à bras ouverts des bonnes volontés pour permettre aux pensionnaires, qui sont pour la plupart des orphelins qui ont perdu leur mère à la naissance ou quelque temps après leur venue au monde, d'être dans de bonnes conditions. Gervais Kwasi, à la semaine prochaine pour un autre numéro de la régionale consacré au district des montagnes. La communauté internationale met la pression sur les protagonistes de la crise qui secoue le Togo. Les Nations Unies et l'Union européenne invitent pouvoir et opposition à une discussion de fond sur les réformes constitutionnelles et électorales en vue de parvenir à un accord. Le dialogue entamé le 19 février dernier sous la supervision du président ghanéen a été suspendu après la deuxième séance. Les débats achoppent sur le retour à la Constitution de 92 qui implique une limitation à 2 le nombre de mandats présidentiels. L'opposition guinéenne réclame justice pour les 94 personnes tuées lors des manifestations politiques depuis la cession au pouvoir du président Alpha Condé en 2010 et réclame aussi justice pour les élections locales du 4 février dernier. Seloun Dalen Diallo, le chef de l'opposition, demande la mise en place d'une commission internationale indépendante et dit vouloir se tourner vers l'Union africaine, la CEDEAO et l'ONU pour enquêter sur cette affaire. Pour le gouvernement guinéen, rien ne justifie la venue à Conakry d'une telle commission. Et puis on vient de l'apprendre, 76 des 110 élèves enlevés en février dernier à Dapchi, dans le nord du Nigeria, viennent d'être libérés. Elles ont été ramenées ce matin à leur école par leurs ravisseurs, les militants de Boko Haram, dans des circonstances qui soulèvent de nombreuses interrogations. On apprend également qu'un attentat suicide a eu lieu ce matin en Afghanistan. Au moins 29 personnes, pour la plupart des adolescents, ont été tuées lorsqu'un kamikaze à pied s'est fait exploser devant l'université de Kaboul. L'attaque a été revendiquée par la branche locale de l'organisation État islamique. Le dossier du jour. Le dossier fait une incursion au sein de l'office du service civique de Bembrinso, dans la commune de Sangon. Cet office, créé il y a 2 ans, vient d'accueillir ses premiers pensionnaires. Ce sont des jeunes délinquants sans diplôme et sans qualification. Le dossier de Sita Soro. Diara Isiaka fait partie des adolescents qui ont défrayé la chronique à Abidjan. Enfant microbe ou en conflit avec la loi, sa vie consistait à voler, taillarder et tuer. Iso, la cloche de l'enfer, d'autres m'appellent le russe, d'autres m'appellent le banquier. J'étais le sous-chef des microbes. Zama Ali qu'on l'a tué. Banditisme et ça. Tout mon corps même c'est machette. Bah même boro dangereusement, même demain si tu rentres d'ouvre les meilleurs boromans de la Côte d'Ivoire. Ici pas mieux. Et j'ai envoyé presque l'enfer, mais il n'est pas parti là-bas. Guéhi Joël, dit le général Guéhi, enfant de la commune de Yopougon, n'avait aucune pitié pour ses victimes. Sous l'effet de la drogue, il a agressé nombre de personnes. Il fumait d'abord la drogue. Je fumais le yor, comme on le dit, avec le pavot d'opium. Lorsque j'étais à côté d'ici, agression et autres. Parce que moi seul même, il ne me voyait pas, moi seul, à me lever, moi seul, aller agresser une personne. Il n'y avait pas le courage de ça. Voilà, c'était par groupe. L'Office du service civique national de Bembresso est une seconde chance pour ces adolescents. Le témoignage d'un encadreur. Quand ils arrivent, la première des choses, c'est les rassurer que ici, là, vous ne sortez pas ici les bras vides. Il y a tous les métiers qui sont ici, que le président de la République a voulu vraiment faire offrir à tout le monde. Il y a maçonnerie, tout est là. Vous mangez gratuitement, vous êtes habillés gratuitement. Ce que nous, on vous demande, c'est le calme. Aujourd'hui, ces enfants disent avoir changé de vie et demandent pardon. Je regrette et je voulais m'excuser pour tout ce que j'ai été victime aussi. Il voulait qu'il me pardonne. Qu'en ce moment où je suis arrivé ici, il voulait que tout cela, c'est pour changer tout cela que je suis arrivé ici. Diara Isiaka, Pierre. Et je regrette beaucoup. Si je pouvais leur remettre tout ce que j'ai volé, j'ai beaucoup maltraité l'homme. M'acheter et fait. Moi, on m'a macheté, mais moi seul, j'ai blessé plus que 3 personnes. Un même lieu, ils sont allés au CHU. Les 2 autres là-bas, je ne sais pas. Même demain, si on se voit, ils me respectent. Ce centre de formation citoyenne et professionnelle de Bembresso s'adresse aux jeunes de 16 à 35 ans ne disposant pas de diplôme, sans qualification et sans titre professionnel et en situation de marginalisation sociale. Ils bénéficient d'une remise à niveau scolaire, d'une formation qualifiante dans les domaines de la soudure, la mécanique, la maçonnerie et l'électricité bâtiment.
Gros plan sur l'office du service civique de Bembrinso qui offre une seconde chance aux jeunes sans diplôme et sans qualification. C'était le dossier de Sita Soro. Ce journal est terminé, le rappel des titres. Bonne nouvelle pour les producteurs d'anacarde. La ville de Thiébissou aura bientôt sa première usine de transformation de la noix de cajou. C'est un investissement israélien à hauteur de 25 milliards de francs CFA. La francophonie prône les valeurs de partage et soutient la bonne gouvernance. Les Ivoiriens invités à cultiver la paix pour un développement durable. Et puis les acteurs togolais sommés de revenir à de meilleurs sentiments. L'UE et l'ONU invitent pouvoir et opposition à la table des négociations. Merci de votre attention. Le directeur général de Cleanbor, opérateur local retenu pour la réalisation du centre d'enfouissement technique, est notre invité ce midi. Quadio Emilienne est interrogé par Aboussila. C'était le journal présenté par Mireya Kédié. L'invité du jour. Madame Quadio, bonjour. Bonjour monsieur. Un centre d'enfouissement technique, qu'est-ce que c'est? Un centre d'enfouissement technique, c'est une décharge moderne où on enfouit les ordures, c'est-à-dire un endroit où on ne voit pas les ordures se promener partout, un peu comme la décharge d'Akodo. Je veux dire, on ne veut plus de ça. Donc le centre d'enfouissement technique, c'est un centre qui reçoit toutes les ordures et ces ordures sont traitées et enfouies, protégées et puis après recouvertes. Plusieurs entreprises ont été retenues dans le cadre de l'appel d'offres qui a été lancé pour exécuter ce travail. Comment se fera concrètement la mise en œuvre? Je parlerai de la mienne en partenariat avec un grand groupe qui s'appelle Monta et Gilles, qui est dans 28 pays et donc qui a vraiment l'expertise, la capacité et la connaissance de ce genre de projet. Et donc, à partir de ces éléments-là, nous avons été retenus pour pouvoir réaliser ce chef-d'œuvre. Alors, dans le cadre de la réalisation de ce chef-d'œuvre, de cet ouvrage, comme vous le dites, qu'est-ce que vous allez faire, vous, Cleanbor, concrètement? On fait le suivi pour que les choses se passent dans les règles de l'art, comme l'a recommandé le Premier ministre, qui formons ensemble Clean et Burni. C'est-à-dire Cleanbor, c'est Clean, et Burni, c'est eux, Mota et Gilles. Donc, ça fait Clean et Burni. Et donc, eux, ils font la partie technique, mais nous faisons le suivi de la partie technique. Si vous avez bien écouté tout à l'heure le Premier ministre, il a dit après, il faut faire la formation. Donc par derrière, nous ferons la formation et par derrière, nous pourrons réaliser ce genre de centre-là partout où besoin se fait sentir. D'accord. L'opérateur chargé de la construction de ce centre d'enfouissement technique doit en effet mobiliser du matériel neuf, les moyens financiers et humains pour, a-t-on dit, assurer la construction et l'exploitation du CET qui consiste à mettre en place tous les équipements, infrastructures et ouvrages permettant une exploitation selon les standards internationaux. Qu'attendez-vous concrètement des populations à ce niveau-là? Déjà, je voulais inviter les populations à suivre les instructions et les consignes, la sensibilisation qui va suivre par derrière. Parce que cet ouvrage est l'unique en Afrique de l'Ouest, mais même en Afrique en général, plus précisément en Afrique de l'Ouest. Et donc, tout est à leur avantage de savoir qu'il y a cet ouvrage en Côte d'Ivoire et que ce qui va se faire maintenant, ça sera maintenant le mode de collecte et de pré-collecte sera tellement modernisé qu'on ne verra pas non seulement les ordures dans la ville, mais on ne verra pas les ordures des dépôts sauvages dans les rues d'Abidjan. Et toutes ces ordures seront convergées vers ce centre qui va réceptionner toutes les ordures, à partir de chez la ménagère jusqu'à ce centre. Et dans ce cadre-là, quelles sont les infrastructures qui sont mises en contribution? À quoi servent-elles et comment fonctionnent-elles? Les infrastructures, c'est ça, c'est le centre d'enfouissement technique. D'abord, je ne vais pas parler de la collecte et de la pré-collecte. Le Premier ministre en a parlé, c'est un autre volet. Mais les infrastructures concernant ce centre d'enfouissement technique, c'est la réalisation de ce centre-là. C'est-à-dire la réalisation et surtout la valorisation de ces déchets que nous allons recevoir. En plus, si vous parlez d'infrastructure, c'est tellement que vous voulez faire allusion de comment ça va se faire pour qu'on en soit là. C'est de faire une bonne pré-collecte avec des camions modernes, comme vous voyez dans les grands pays. Faire la collecte de sorte qu'on ne voit plus les ordures qui volent à travers les bennes et puis le converger à ce centre qui est le centre de réception de toutes ces ordures. Alors, Madame Quadio, le premier casier d'urgence de ce CET, d'une contenance de 4 millions de tonnes des déchets solides ménagers assimilés, sera opérationnel au plus tard en juillet, on nous a dit, d'une durée d'exploitation de 7 ans. Ça veut dire quoi concrètement, d'une durée d'exploitation de 7 ans? Ce centre
et il est prévu pour juillet. Pour juillet parce que nous avons tout le matériel, nous avons 40 containers au port pour tout ce qui concerne l'imperméabilisation du sol, la protection du sol, tous les intrants qui rentrent en ligne de compte tels que la géomembrane, la géotextile, et les drains, tout ce qui concerne la réalisation de ce centre, nous les avons déjà. C'est pour ça que nous avons avancé la date de 6 juillet. Et donc, ça veut dire que ça sera exploité pendant 7 ans par nous. Après les 7 ans, qu'est-ce qu'on fait ? Mais après les 7 ans, ça continue. C'est à vie comme Akwedo. Akwedo, ça fait presque 60 ans. Akwedo est plus âgé que moi, ça fait plus de 60 ans. Donc, tant qu'il y aura l'espace pour continuer de recevoir les ordures, on les recevra. Madame Kouadio, je vous remercie. C'est moi, merci à tous. Vous êtes à l'écoute de la radio numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire, Radio Côte d'Ivoire. La chronique du jour. Mesdames et messieurs, bonjour. Une étude californienne, rendue publique récemment, a pu laisser supposer que consommer 2 verres d'alcool par jour augmenterait les chances de dépasser le cap des 90 ans. De là à considérer l'alcool comme un élixir de longévité, il n'y a qu'un pas. Les conclusions hâtives de cette étude, il en circule quotidiennement sur Internet. Et des publications très sérieuses se sont malheureusement laissées prendre au piège du sensationnel. Les réseaux sociaux ont amplifié la fake news, la fausse nouvelle, car c'en est une. L'étude en question, conduite par le docteur Claudia Kawaz, professeur de neurologie et de neurobiologie à l'Université de Californie, s'inscrit dans le cadre d'une observation longitudinale, c'est-à-dire une étude de suivi des sujets dans le temps. Ce qui n'a pas été mis en exergue ici, ou du moins ce qui a été occulté, c'est que les personnes suivies par le docteur Kawaz devaient, dans le cadre de cette étude, avoir déjà au moins 90 ans. C'est précipité sur certains aspects de cette étude et lancé urbi et orbi que la consommation d'alcool permettrait de vivre plus de 90 ans, avec un sous-entendu scientifiquement démontré, relève de la manipulation de l'information et de la désinformation. En effet, de nombreuses études à travers le monde ont établi une nette corrélation entre la consommation d'alcool et une santé défaillante. En 2016, par exemple, les chercheurs ont analysé 87 études portant sur la consommation d'alcool et la longévité. Plus de 4 millions de personnes ont été prises en compte par l'ensemble de ces études. En croire les constats issus de ces observations, les études qui ont accordé un bénéfice santé lié à la consommation d'alcool présentent des problèmes de méthodologie dans leur approche. Par ailleurs, il est également ressorti de l'analyse que les sujets qui ont eu une plus grande longévité sont des personnes qui consomment très rarement de l'alcool. Ce qui a fait dire à un des auteurs de l'analyse, Timothy Nemi, chercheur au Boston Medical Center, que les buveurs qui ont la meilleure santé sont des buveurs occasionnels, c'est-à-dire dont la consommation d'alcool ne dépasse pas 1 verre tous les 7 jours. 1 verre par semaine, une quantité bien trop faible pour qu'elle ait un quelconque bénéfice pour l'organisme, remarque le chercheur. Toujours est-il que même si l'on n'est pas un adorateur impénitent de Bacchus, il est judicieux de rappeler que la consommation d'alcool, et cela a été prouvé par différents travaux, contribue à la survenue de plusieurs affections parmi lesquelles les cancers, les maladies cardiovasculaires, les affections digestives dont la plus illustre demeure la cirrhose, les maladies du système nerveux et autres troubles psychiques. Hypertension artérielle, troubles du sommeil, fatigue, difficultés de concentration paraissent alors comme des effets secondaires mineurs de la consommation d'alcool. À en croire l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, chaque année, l'alcool est à l'origine de plus de 3 millions de morts prématurées dans le monde. Il est vrai que d'aucuns, abonnés assidus au comptoir et autres tables de maquis, remarqueront non sans ironie qu'il faut bien mourir de quelque chose. Certes, mais n'est-ce pas encore mieux de mourir de vieillesse avec toutes ses facultés? Car, comme dirait le sage, ce n'est pas parce que la mort est inéluctable qu'il faille lui faciliter la tâche, à moins d'être suicidaire. Bonne journée et à mercredi prochain. Retrouvez également les informations en langue nationale du lundi au vendredi de 15h à 16h30. Mercredi, Yaoundé, Kroumen, Bakoué, Guéré, Lobi, Ébrié, Baoulé.
Anyi beti nwa wo anyi pakra wale nko aya ministre ngono opune atu ku kapula ma yuku ne ola yo babro pote sonya ba anyi te gba gi akukwa samsi ajiga ne agari da mokon iri so ne menne kini ma se ayi ku bonku mono ke yiri guru iri tani o yi kanye peti ya pati bu abiri akuru bo problem si wanya anyi so aka kam sani wale tira ogbo be ni akika ku no je anya ya dumi anya padra ku ne anya ya du akifie anya ala konwa nyagba nwe ko ko konwa mo bile bari nwa bi akifie suru janwa policy nwa suru te yo suru kati anyi wuwo anya kra wale la aya ministre ngono opune atu ku kapula ma yuku ne suru no ko ba anya ite aga ba ki kamno ne ala mo 42 86 98 53 01 20 35 01. Le Comici et son partenaire officiel MTN présentent la présélection de la région du Go sous le haut patronage du professeur Maurice Kakugikawe, député de Gagnoa sous-préfecture, secrétaire exécutif du PDCI RDA, sous la présidence de l'honorable Kwasi Bodi Théodore, député de Diego-Nefla, sous le parrainage de M. Nguesson Zékré Alexis, secrétaire exécutif de la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire, le samedi 24 mars 2018 à 20h au lycée professionnel de Gagnoa. Artiste invité, JC Pluriel. Lieu de vente des tickets, supermarché Bon Prix, restaurant chez Ivan, Radio Gagnoa, hôtel Le Fromager. Contact 05 99 42 71 55 86 86 29 avec la participation de Beaufort Lager, Uniwax, Star Times, les savons de Beauté Luxe, Comafrique, la Loyal Vie, la BNI, Côte d'Ivoire Tourisme, Agence Emploi Jeune, Corsair, la RTI, Fréquence 2, Miss Côte d'Ivoire 2018, la recherche de l'excellence. Le Consommateur, magazine d'intérêt public dédié aux consommateurs. Débats, reportages, tribunes d'échange, relevés et publication des prix des consommables. Le Consommateur. Awatoré. Tous les dimanches à 14h40 sur Radio Côte d'Ivoire. Vous faites bien de choisir la meilleure des radios sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire, Radio Côte d'Ivoire. La pause déjeuner avec la bonne humeur et toutes les musiques que vous aimez. C'est dans le Grand Midi, de 12h à 15h.